Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crypto, on va parler macroéconomie. Parce que nous avons un Jérôme Powell, directeur de la Fed des USA, nous expliquant que l'économie américaine va mieux, est en train de se calmer pour annoncer potentiellement la baisse des taux d'intérêt. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas? Et surtout, est-ce qu'on a vraiment une économie qui ne croule pas sous la dette et qui n'est pas à problème dans les années à venir? Et qu'est-ce que ça implique réellement sur BTC? Est-ce que du coup on est sur Bitcoin et les cryptos en général dans une période d'accalmie et on va repartir, ou est-ce que c'est l'annonciation potentiellement d'une chute beaucoup plus brusque? Je vais vous expliquer les différents scénarios et pourquoi c'est important de comprendre tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va attaquer tout de suite avec cette notion très forte de discussion de Jérôme Powell qui a eu lieu mardi et mercredi. Donc déclaration du président de la Fed, institution qui est très importante aux USA et qui détermine la politique monétaire américaine. Et à côté, nous avons eu l'inflation. Inflation, oui, qui a baissé, encore heureusement, mais par contre, on a la discussion de Jérôme Powell qui nous dit tout simplement devant le Congrès que l'économie américaine va mieux, ou en tout cas est en train de se calmer. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare cette discussion, cette allégation devant quand même le Congrès, et qu'on regarde justement les taux d'intérêt de la dette américaine. C'est cette magnifique courbe que l'on voit ici, qui est la représentation et l'accélération de la dette américaine. Et donc là, on se pose beaucoup de questions. Nous sommes dans une forme de dédollarisation, dans lequel on a de moins en moins besoin de dollars, dans lequel ce dollar sert principalement à financer cette dette-là. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir tous ces dollars qui ne seront plus utilisés par le reste du monde et qui retourneront aux USA, parce que c'est exactement ce qui se passera quand les personnes arrêteront d'acheter autant de dettes américaines. À ce moment-là, on risque d'avoir certainement un gros retour de l'inflation, et à ce qu'on considère que l'économie américaine est en cours de régulation. Quand on regarde, oui, ce qui s'est passé court terme, on peut se dire que oui, là on a une petite descente, mais quand on dézoome, et on dézoome, et on dézoome, on a quand même une très belle accélération portée par l'intelligence artificielle, mais surtout, on a quand même des valeurs tech qui sont très très hautes. Qui sont vraiment très hautes. On a cassé les 20 000 dollars sur le Nasdaq. Il faut bien comprendre que c'est un plus haut. Que c'est un plus haut alors que nous avons des taux d'intérêt à 5,5. Alors qu'on a une économie américaine qui est censée être dans le mal. Alors qu'on a un taux de chômage qui augmente. C'est le cas aussi pour le S&P 500, qui représente les 500 plus grosses sociétés US, donc tech comprise forcément. Et à côté, quand on compare le Russell qui, lui, est quand même beaucoup plus bas. Russell, pour rappel, c'est 200 capitalisations faibles boursières américaines qui permettent de voir en fait le reste de l'économie. D'un côté, on a le top de l'économie, Nasdaq et S&P 500, et le Russell, et on voit quand même le Russell qui est quand même beaucoup moins glamour. Même si nous avons une semaine, notamment un jour très très fort avec une très grosse accélération, et d'ailleurs, étrangement, c'est le jour où l'inflation a été annoncée à la baisse. Jour dans lequel le prix à la production a été annoncé à la baisse. Jour dans lequel le Nasdaq s'est replié. On a le Nasdaq qui s'est replié et le Russell qui a éclaté. La question est de savoir pourquoi. Simplement parce que c'est deux économies qui sont séparées. D'un côté, on a le Nasdaq et le S&P 500 qui sont totalement sous perfusion réelle de la tech. Et donc la tech fonctionne par une imposition réelle de ses prix. En fait, ils n'ont pas de concurrents directs, ou très très peu, et tout le monde a besoin de la tech, donc forcément, il y a une imposition de prix. Et donc, il n'y a aucun impact réel sur la notion des taux d'intérêt, parce que le financement se fait à travers les différents ETF par l'injection de liquidité sur les différentes actions qui sont dans le S&P 500 et le Nasdaq, et à côté, le Russell, qui a beaucoup plus de mal, est content de voir une baisse à la prix à la production, parce que ça veut dire que ici, on risque d'avoir réellement une diminution de l'inflation et donc une action de la Fed. Et le Russell attend vraiment ça. L'économie américaine, qui n'est pas la tech, attend vraiment ça. Et c'est là où on a vraiment une rupture. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la suite. Et il faut vraiment comprendre l'impact que ça a. C'est le rapport entre le Russell sur le Nasdaq. C'est globalement l'indice Russell 2000 sur Nasdaq 100 qui me permet d'avoir le rapport entre les deux. Et c'est vraiment très important de comprendre ce rapport-là. Parce que c'est la représentation
de la différence et de la séparation des deux économies américaines. D'un côté, on a une économie qui est boostée à la dette, qui est boostée avec globalement les ETF et qui n'ont aucun problème de pricing. C'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter leur prix par 2, 3, 4. En fait, l'économie en a tellement besoin que, dans tous les cas, ils iront acheter. Et à côté, on a tout le reste de l'économie américaine. Et ça, ici, c'est la représentation. Plus le cours descend, plus on va avoir le Nasdaq qui surperforme le Russell. Et plus on a le cours qui monte, plus on a le Russell qui surperforme le Nasdaq. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des événements très marquants. Ici, la bulle Internet, avec le plus bas qui a été noté à cet endroit-là, l'éclatement justement des valeurs tech, Internet et la survalorisation de celles-ci, l'hyperaccélération ensuite qui en a suivi avec un retour vers les valeurs défensives qui étaient le Russell et donc l'économie concrète, et principalement bancaire. Et ici, nous avons les subprimes qui ont éclaté avec un retour de la tech. Et durant toute cette phase-là, cette baisse, en fait, c'est l'imposition de la tech dans l'économie réelle. L'imposition de la tech dans le monde concret. Le fait qu'on utilise de plus en plus les téléphones portables. L'arrivée des réseaux sociaux. L'utilisation des réseaux sociaux. D'ailleurs, on va revenir dans quelques instants dessus. Mais il faut comprendre que là, c'est vraiment l'avènement de la technologie dans notre monde réel. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes ici dans la rupture du plus bas de la bulle Internet. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une nouvelle bulle, c'est juste qu'on est en train de changer de paradigme et que l'écart est en train de se creuser. Et c'est là où c'est vraiment, vraiment important. Ça sous-entend que la technologie prend le pas sur tout le reste. Est-ce qu'on est dans une bulle? Je ne pense pas. Pour être dans une bulle, il faut avoir réellement un écart de valorisation, comme on peut le retrouver là. Si on avait une chute qui se faisait comme ça, oui, certainement, on serait dans une bulle. Là, ce n'est pas le cas, et c'est quelque chose qui se valide petit à petit. C'était une question qu'on avait. Quel est l'impact par rapport aux crypto-monnaies, et le rôle des crypto-monnaies par rapport à tout ça, et Bitcoin? Vous inquiétez pas, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais il faut comprendre que la tech est vraiment de plus en plus importante. Et moi, je suis tombé sur cette nouvelle, qui était, pour moi, assez fracassante, dans lequel Elon Musk nous explique que la Commission européenne a offert à X, anciennement Twitter, de ne pas leur mettre une amende si jamais il faisait de la censure, et notamment s'il faisait de la limitation de certaines censures. On n'a pas plus d'informations, mais on connaît très bien ce qui s'est passé aux USA, notamment avec Twitter, avec l'affaire du fils de Biden, entre autres, mais il n'y a pas eu que ça, et ça, c'est toujours le cas, peu importe les différentes sociétés de la tech. Il faut bien comprendre que c'est un enjeu vraiment crucial. Et donc, plus on va se diriger dans quelque chose qui va s'enfoncer, plus cet enjeu va être fort. Et là est le point de rupture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelque chose qui est contrôlé, contrôlable, et dans lequel on peut imposer, comme on peut le voir à certaines institutions, un contrôle très fort étatique. Quel est le besoin qui va en ressortir? Avoir une technologie qui est décentralisée. Et c'est là où, pour moi, il y a un shift qui peut avoir lieu. Et c'est quelque chose qui ressort énormément aussi dans la force du dollar. Le dollar en lui-même s'impose auprès des autres sociétés, s'impose dans l'économie. Même si on a une vague de BRICS qui essaie de lutter contre le dollar, ça reste quand même toujours très compliqué. Et à côté, on peut avoir des émergences comme le Bitcoin, comme les crypto-monnaies, dans lesquelles on a une vague technologique, donc toujours dans cette vague d'incrémentation technologique et d'utilisation de la technologie pour le peuple et pour l'utilisation générale, qui est décentralisée et résilient. Et là-dessus, on a peut-être un coup à jouer dans lequel, certainement, c'est en train d'être favorable au Bitcoin. Alors gardez ça en tête, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer où nous sommes clairement dedans et comment on va se structurer et quels sont les scénarios possibles en vous donnant mon avis. Ici, pour moi, nous sommes dans une zone qui est vraiment très importante. Oui, on a eu une accélération haussière. Oui, on a fait un nouvel ATH. Oui, on a eu un retracement qui a été relativement violent, mais qui reste encore une fois tout à fait classique. Oui, ici, nous avons eu une recherche de liquidité qui a été assez violente. Oui, ici, nous avons eu une liquidation très forte sur les altcoins. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très classique par rapport à Bitcoin. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons deux possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux schémas. Un schéma qui est sur une tendance baissière court terme, qui est un canal baissier, qui a plus vocation à avoir une rupture haussière à terme, mais qui peut prendre, encore une fois, du temps, voire même beaucoup de temps. On va revenir sur cette notion de temporalité dans quelques instants, et surtout vers la fin de cette vidéo. Et nous avons à côté autre chose, qui est la représentation d'un scénario qui va être, hop, on va reprendre le petit pinceau, qui va être un scénario de range, dans lequel, hop, ici, le range, nous avons une temporisation, donc il y a une zone de léthargie plutôt classique qu'on retrouve dans une respiration de marché,
et dans lequel nous avons fait une rupture baissière. Ce sont deux scénarios qui sont différents. Un qui est plutôt bullish, un qui est plutôt bearish. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut comprendre que ici, on a ce qu'on appelle de la phase de manipulation. Et quand on est dans ce scénario de range, il faut comprendre ce qu'est une déviation. Pour comprendre ça, un range, c'est quoi? C'est deux bornes, une borne haute, une borne basse, dans lequel le cours oscille. C'est quelque chose qui est très très classique. Et dans ce range, on peut avoir des sorties de ce range, ce qu'on appelle des prises de liquidité, dans lequel on a des déviations qui sont des ruptures de ce range que l'on retrouve ici et ici. Systématiquement, les déviations sont importantes parce que ce sont des prises de liquidité dans lesquelles on est censé avoir une réaction forte, une réintégration dans le range. Pour que ce soit une déviation, il faut que ce soit ici une prise de liquidité, réintégration dans le range avec de la force, avec du volume. Généralement, c'est quelque chose qui est plutôt bullish ou bearish en fait, qui va entraîner une accélération du cours, une accélération de la volatilité pour repartir à la hausse ou à la baisse. Et pour ça, il est très important de reclaim, de re-rentrer dans le range, et donc pour ça, ça va être réintégrer les 60 000. Tant que ce n'est pas le cas, et actuellement nous avons clôturé en dessous des 60 000, on est dans les 58 000, tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une accélération haussière. Nous sommes dans un momentum qui est plutôt même baissier, malgré le fait que nous avons ici de l'injection de liquidité au niveau des différents ETF spot Bitcoin. Ça veut dire que ce sont des institutionnels qui achètent ici Bitcoin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est une analyse qui a été effectuée par un membre des coachs de Rift qui a expliqué tout simplement qu'on est dans les alentours de 58 000 de prix moyen d'achat. Alors, là-dessus, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. C'est que ce sont généralement des deals OTC, donc over the counter. Ça sous-entend que ce sont des deals qui ne passent pas par le marché classique. Donc certainement, le prix n'est pas le prix affiché du cours, même si c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire à travers l'analyse qui a été effectuée. Mais 58 000. Et ça, c'est un prix qui est la représentation de ce qui a été acheté. L'injection de liquidité a eu lieu quand on est sorti de ces 58 000. Et donc ça veut dire que c'est à racheter par les institutionnels. Qu'est-ce qui a entraîné cette chute, et notamment cette grosse mèche ici? Je rappelle, il y a deux choses. Il y a la vente réelle qui s'est effectuée par le gouvernement allemand de l'ensemble de ces bitcoins, et maintenant c'est terminé. Et ensuite, il y a eu la peur de Mongox. Mongox, qui est l'exchange qui s'est fait hacker il y a plus de 10 ans et dans lequel ils vont enfin rembourser ceux qui ont été impactés. Et forcément, il y aura une vente et les gens ont peur de cette vente parce qu'il y a quand même à peu près 90 000 bitcoins qui devraient être vendus ou qui pourraient être vendus. Donc forcément, les gens ont peur et essaient d'anticiper ce mouvement-là. Et c'est exactement ce que l'on retrouve ici. Et justement, est-ce qu'on n'est pas dans une déviation? Est-ce qu'on n'est pas dans un point bas temporaire pour repartir à la hausse? Est-ce qu'il y a une probabilité d'avoir un été très très vert? Et ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ça, justement, je vais essayer de vous répondre en vous donnant plusieurs informations. Oui, nous avons des achats qui sont conséquents, notamment le 12 juillet, 311 millions de dollars qui ont été achetés par les institutionnels sur Bitcoin, ce qui est plutôt positif. Oui, on a expliqué la notion de prix. Mais à côté, est-ce que c'est suffisant? Là-dessus, il y a deux analyses qui rentrent en confrontation. Un, l'injection de liquidité au niveau des institutionnels, et deux, la notion de levier. Il est souvent noté que les bottoms de marché, qu'ils soient temporaires ou non, sont notés par une accélération au niveau des leviers. Et ça, c'est la représentation de ces leviers. En gris, nous avons le cours, en bleu et en orange, nous avons les leviers des deux différents exchanges qui brassent le plus en termes de levier. Et on voit qu'on est sur des ratios qui sont très très faibles, qui ne sont pas du tout dans les bas de marché, et donc certainement il y a une vocation à aller chercher plus bas. On va revenir sur ce scénario dans quelques instants. Mais il faut comprendre que les leviers entraînent deux choses. Un, il y a la façon de le voir à travers par exemple des outils comme CryptoQuant, mais il y a aussi d'autres façons de le voir. On peut le voir tout simplement dans la représentation des cours, du positionnement au niveau des top traders, ou du funding rate, qui est quelque chose qui est plutôt classique en termes d'analyse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a ici un funding rate qui est en train de baisser, qui est en train de respirer, et à contrario, nous avons les positions des top traders qui sont en train de monter. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a moins de levier. Par contre, à côté, nous avons une accumulation réelle qui est en train d'avoir lieu. Une accumulation au niveau des top traders parce que c'est leur position qui augmente. Et le cours est en train de baisser, donc ça veut dire qu'ils achètent justement cette baisse. Est-ce qu'ils sont les seuls à acheter? En l'occurrence, je vous remets ça. Non, nous avons des institutionnels qui sont en train d'acheter. Donc, on a en fait la confrontation des deux. On a un momentum qui est majoritairement baissier, mais on a des achats qui sont relativement conséquents. Et je pense, sincèrement, que cet été, il ne va pas forcément grand-chose se passer, mais on aura une continuité d'accumulation.
pour plusieurs raisons. C'est que, dans les cycles habituels, le go des bull runs ne se fait jamais en été. C'est une période qui est plutôt morne et dans laquelle il y a aussi beaucoup moins de volatilité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a la peur de Mongox, qui est toujours présente et qui restera encore pendant un certain temps. On a un marché traditionnel qui est en forme de respiration. On a une réglementation US qui est en cours autour de la crypto-monnaie, donc forcément, ça va prendre du temps. Et je pense que par contre, la rentrée aura un effet qui sera catalyseur dans la volatilité des cryptos. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bouger, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, qu'on ne peut pas aller plus haut. Et là, je vais vous présenter les deux différents scénarios. Un qui est la représentation de la recherche d'une liquidité beaucoup plus basse, donc c'est-à-dire une continuité d'un mouvement baissier qui aurait lieu dans ce canal, dans lequel potentiellement on pourrait aller chercher les 52 000. Oui, on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, les 48 000, et ensuite, qui est une zone très très basse, qui serait les 40 000. Pourquoi les 40 000 ? Parce que ici, nous avons le lancement de l'ETF Spot Bitcoin. Ici, nous avons le Sell the News et le point bas qui est noté par le Sell the News. Et ici, c'est l'achat des institutionnels qui a eu lieu et toute la spéculation autour des achats qui a eu lieu. On a énormément de liquidités en dessous des 40 000. Et en plus, ici, la petite ligne verte que vous voyez qui se trouve dans cette partie-là, c'est le prix réel de production au niveau de Bitcoin. Là-dessus, j'ai pris une norme qui est à peu près logique, dans lequel on n'a pas forcément le meilleur matériel, pas forcément le pire matériel, et on a un deal qui est à peu près classique, pour essayer d'avoir quelque chose qui est médium. Et actuellement, la production d'un BTC, et c'est ce qu'on retrouve notamment dans les différents analystes, à peu près dans les alentours de 40 000. Ça sous-entendrait un retour sur le prix de Bitcoin. Pour moi, c'est le palier le plus bas dans l'état qu'on peut aller chercher. Et à savoir qu'on peut aller chercher ça à cause principalement de la macroéconomie US. Et on revient sur ce que je vous ai expliqué. Oui, on a une macro qui est en deux temps, mais à un moment donné, on peut avoir une rupture au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500, pour avoir une respiration. On ne continue jamais à aller tout droit, tout haut. À un moment donné, on a une respiration. La question, c'est est-ce qu'elle va avoir lieu maintenant ? Est-ce qu'elle va avoir lieu dans un an, après les élections américaines et une respiration de marché qui va être beaucoup plus longue ? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Et le deuxième scénario, qui est beaucoup plus bullish, et pour ça on va revenir sur ce graphique-là, dans lequel nous avons bien une déviation, donc c'est-à-dire une prise de liquidité, et là nous avons une réintégration dans le range, au-dessus de 60 000, ici, pour repartir à la hausse, pour aller retester 74 000, et potentiellement zoner ici, avant de repartir à la hausse sur la fin 2024. Ça, pour moi, c'est un scénario aussi qui est tout à fait possible. Là, actuellement, nous sommes dans l'entre-deux. Nous sommes dans les deux scénarios possibles. Il n'y a pas de réponse. Le marché va prendre sa décision, dans tous les cas, rapidement. L'important, c'est de savoir lequel, reconnaître rapidement pour pouvoir réajuster. Et surtout, pouvoir avoir une connaissance des deux et se poser les bonnes questions. Et surtout, se préparer à avoir tort, parce que l'important, c'est de faire de l'argent et non pas d'avoir raison. D'ailleurs, si ça vous intéresse de comprendre ma méthode d'investissement, je vous ai fait une vidéo de 8 minutes qui vous explique les différents points de cette méthode d'investissement. Elle est 100% gratuite. Elle est en commentaire, en description, si ça vous intéresse. Et il y a un troisième scénario. Un troisième scénario que j'aime plutôt bien, qui n'est pas encore défini, qui est purement hypothétique, qui est la représentation d'un nouveau range. Ici, nous avons eu un range dans lequel nous avons cassé à la baisse. On reteste la partie haute de ce range, et enfin la partie basse de l'ancien range, pour créer une nouvelle borne haute d'un nouveau range, qui se situerait potentiellement entre 50 000 et 57 000, dans lequel on pourrait zoner ici, avant de repartir, reclaim, et ensuite réaccélérer. Encore une fois, ici, on aurait une nouvelle zone de léthargie, une nouvelle respiration, et une nouvelle accumulation. Ce qui est important de voir, c'est qui achète, quand ils achètent, à quel prix. Et c'est là où vous pouvez statuer si oui ou non il est intéressant de pouvoir renforcer en fonction de ce que les whales, les baleines, les institutionnels font. C'est eux qui vont faire le marché dans le prochain bull run, c'est eux qui préparent la phase d'expansion. Si les institutionnels achètent maintenant, c'est qu'il y a certainement des raisons. Qu'on aille plus bas ou non, je pense que les achats augmenteront. Peu importe si on va plus bas, les achats ne s'arrêteront pas, et ce qui est plutôt cohérent, tant que nous sommes dans une zone intéressante avant une phase d'expansion. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.